Allez, on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents à ce webinaire 1 heure pour comprendre et agir de la RBE. Un webinaire dont le sujet aujourd'hui est réduction de l'éclairage public, état des lieux en région et retour d'expérience sur l'efficacité des mesures sur la biodiversité. Voilà, je me présente, je suis Corinne Dragon, j'ai en charge l'Observatoire régional de la biodiversité et je serai l'animatrice de ce webinaire. Avant de vous présenter, de rentrer dans le vif du sujet, de vous présenter les intervenants, je vais juste brièvement vous représenter la RBE. Donc, l'Agence régionale de la biodiversité et de l'environnement, en quelques mots, c'est un établissement public de coopération environnementale qui réunit la région, l'État et ses services déconcentrés et des collectivités engagées. Et notre mission principale, eh bien, elle est de mobiliser tous les acteurs et d'accompagner les territoires dans la préservation de la biodiversité et le développement durable pour réussir le pari de la transition écologique. Nous sommes 40 agents et on a quatre grands axes d'intervention. L'accompagnement, pardon, des collectivités et des acteurs dans les démarches et les actions de préservation de la biodiversité, de l'eau et de la transition écologique. L'amélioration et la valorisation des connaissances en matière de biodiversité et d'eau. On coordonne notamment deux observatoires régionaux sur la biodiversité et sur l'eau et les milieux aquatiques. Troisième axe d'intervention, l'information, la sensibilisation et la formation des différents publics aux enjeux de la biodiversité. Et enfin, l'animation de réseaux d'acteurs. On anime, par exemple, le réseau régional des gestionnaires de milieux aquatiques. Et enfin, on développe des projets européens et internationaux. Alors, ce webinaire, il s'inscrit dans notre cycle de webinaires hein, proposé par la RBE. L'objectif, ça, c'est toucher un public large en proposant des temps courts réguliers sur des sujets précis. Donc là, vous avez à l'écran les webinaires de ce dernier trimestre de l'année, hein. Il nous en reste encore un en décembre où on va aborder un cycle de webinaires sur l'arbre en ville avec donc le premier webinaire de ce cycle en décembre. Ça se poursuivra bien sûr en 2025. Et puis voilà, si vous souhaitez connaître l'ensemble de nos événements, n'hésitez pas à vous inscrire sur notre newsletter dont l'adresse est à l'écran. Alors, pour le sujet d'aujourd'hui, j'interviendrai dans un premier temps pour vous présenter les résultats d'une enquête que l'on a menée sur la gestion de l'éclairage public à l'échelle des communes. Ensuite, Thomas Malatrasi, qui est chef de projet Natura 2000 et biodiversité à la métropole Nice-Côte d'Azur, vous recontextualisera le sujet, hein, la pollution lumineuse, ses impacts et les enjeux sur la biodiversité nocturne, et vous détaillera la démarche mise en œuvre sur le territoire métropolitain. Et enfin, Raphaël Colombo vous présentera et détaillera les résultats issus de suivis menés sur des communes de la métropole Nice-Côte d'Azur. Enfin, on aura, voilà, en fin de webinaire, 10 minutes pour répondre à vos questions. Pour poser votre question, bah, c'est simple, utilisez le module réservé à cet effet, hein, et c'est ma collègue Pauline Jean qui est à mes côtés, de la RBE aussi, et qui gérera voilà, les questions que vous pourrez poser tout au long de nos interventions respectives. Enfin, sachez que ce webinaire, il est enregistré, que le replay et que les présentations faites en séance seront disponibles dès la semaine prochaine sur notre site Internet. Alors, je vais commencer par vous présenter les résultats de l'enquête sur la gestion de l'éclairage nocturne à l'échelle des communes de notre région. Alors, pour contextualiser, cette enquête, on l'a menée dans le cadre de l'Observatoire régional de la biodiversité. Brièvement, l'Observatoire, c'est un dispositif partenarial qui est copiloté par la RBE aux côtés de la région Sud, de l'ADREAL et de la Direction interrégionale de l'OFB. Et en fait, on souhaitait, avec les copilotes, traiter du sujet de la pollution lumineuse dans le cadre de l'ORB
Et on a privilégié le fait de le traiter sous l'angle d'un indicateur de réponse plutôt que d'un indicateur d'état qui matérialise la pollution lumineuse à l'échelle de notre région, parce qu'on disposait déjà d'un certain nombre d'informations, comme par exemple l'indicateur qui a été produit à l'échelle nationale par l'Observatoire national de la biodiversité sur le niveau de pollution lumineuse en France métropolitaine, où on voit, même si c'est petit, que bah voilà, notre région, elle est impactée par des niveaux de pollution lumineuse élevés. On voit bien sur le littoral régional qu'il y a aussi des travaux sur des cartes de radiance qui sont menés par le CEREMA, notamment à l'échelle régionale. Donc, on a privilégié un indicateur de réponse. Pour l'alimenter, on a diffusé une enquête en ligne à destination des collectivités locales. Cette enquête, on l'a diffusée en fin d'année dernière jusqu'en début d'année. Et elle nous a permis de recueillir cette enquête un certain nombre d'éléments qualitatifs et quantitatifs ayant trait à la pratique d'extinction, au type d'extinction, l'année de mise en place, les secteurs maintenus éclairés, les horaires d'extinction en hiver ou en été, et puis d'en savoir un peu plus sur les autres actions menées en faveur de l'environnement nocturne, en plus d'extinction. Donc, on a eu 342 réponses qui nous ont été transmises, qui correspondent à 281 communes. Donc, on a eu à gérer un petit peu des doublons, ce qui nous fait un taux de retour de près de 30%. Donc, un taux qui est plutôt satisfaisant, qui nous a permis de dresser un premier état des lieux. Bien sûr, cet état des lieux, il n'est que partiel. Il y a quand même un certain nombre d'éléments à prendre en compte, hein. Nos résultats, ils sont bien sûr, les résultats que vous allez voir, ils sont bien sûr dépendants du taux de retour que l'on a eu. Potentiellement, ce sont les communes les plus investies qui ont pu répondre à ce questionnaire. Cet indicateur, il mesure un peu voilà, l'engagement en faveur de la prise en compte enfin, de la pollution lumineuse, de la gestion de l'éclairage nocturne. Cet engagement, il est motivé par différentes sources, hein, l'évolution de la réglementation, le souhait de réduire la facture énergétique des communes. Hein, l'éclairage public, c'est un poste important de consommation d'électricité et aussi motivation pour voilà, préserver la biodiversité nocturne et l'environnement nocturne au sens large. Ensuite, il y a un certain nombre d'éléments techniques précis, notamment sur les caractéristiques des luminaires, la couleur de lumière, l'orientation, qui ne sont pas pris en compte dans le cadre de cette enquête, mais voilà, ce sont des éléments qui sont importants pour les espèces nocturnes. Alors, les résultats sont les suivants. Alors, mon diaporama est un peu lourd. Alors, dans notre jeu de données, donc je le rappelle, hein, c'est 281 communes. On a 77 communes qui éteignent, dont 91 pratiquent une extinction partielle, c'est-à-dire sur une partie du territoire communal, et 125 une extinction totale, donc sur l'ensemble de leur territoire. On a 18% du jeu de données qui ne pratique pas d'extinction, qu'elle soit partielle ou totale, mais des collectivités qui peuvent avoir d'autres actions en faveur de l'environnement nocturne. Et enfin, on a 5% du jeu de données qui a répondu, qui sont en cours de développement d'un projet d'extinction à l'échelle communale, de la phase voilà, de consultation de la population locale jusqu'à la phase de planification. Ensuite, parmi les communes qui éteignent, beaucoup d'entre elles ont commencé à éteindre à partir des années 2020. C'est sans doute lié à l'arrêté ministériel relatif à la réduction, à la prévention, à la limitation des nuisances lumineuses, en lien également avec l'évolution du coût de l'énergie, hein, qui s'est accéléré, avec le début de la guerre en Ukraine en 2022 aussi, qui a engendré, enfin, j'arrive pas à trouver mon mot, qui a aussi augmenté les coûts.
Sachant qu'il y a quand même dans notre jeu de données une part de communes assez conséquente qui ont mis aussi en place leur extinction dès les années 2010. Alors, sur les plages moyennes d'extinction et de rallumage, que ce soit en hiver ou en été, elles s'échelonnent de 23 heures à minuit jusqu'à 5 heures, 6 heures du matin. Donc, une extinction qui a lieu très majoritairement en cœur de nuit. Sur les secteurs qui sont maintenus éclairés, ce sont voilà, en priorité les centres-villes ou les cœurs de village, puis les axes routiers principaux. Et enfin, à noter que dans notre jeu de données de communes qui ont répondu à l'enquête, il y a 23 communes qui sont labellisées villes et villages étoilés de l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne sur 53 communes labellisées dans notre région. Après, sur les autres actions mises en place, si ça veut bien. Alors, les équipements limitant les émissions de lumière, orientation, température de couleur de lumière, baisse de l'intensité, la généralisation des ampoules LED. Voilà, tous ces équipements sont plébiscités par beaucoup de communes. Viennent ensuite les dispositifs de détection de présence, type horloge astronomique, puis la réduction du nombre de points lumineux ou la réduction du nombre de monuments éclairés. L'éclairage passif est très peu mis en œuvre. Et puis après, on a des actions autres qui correspondent à des actions de sensibilisation et de communication à destination de la population locale, voilà, au travers de conférences tout public ou de la participation à des événements type le jour de la nuit ou la nuit de la chauve-souris. Après, il y a quelques collectivités qui mettent en œuvre des actions de sensibilisation à destination des commerçants, des artisans ou des industriels locaux. Alors, ce premier état partiel des lieux, si on regarde au niveau cartographique, alors la carte est un peu lourde, mais normalement elle devrait arriver. Voilà, ça nous donne voilà, ce premier état des lieux partiel. Voilà, vous pouvez voir voilà, sur la carte à l'écran voilà, les communes qui mettent en œuvre une extinction totale, une extinction partielle, celles qui ont un projet d'extinction en cours, celles qui ne pratiquent pas l'extinction mais qui mettent en place d'autres actions en faveur de l'environnement nocturne. Euh, Après, on a également produit une cartographie en ligne que je vais vous partager, ou qui nous permet, voilà, quand on passe avec la souris, d'avoir d'autres éléments. Là, par exemple, alors, si ça veut bien marcher, c'est un petit peu long. Alors normalement, voilà, par exemple, voilà, on a des informations supplémentaires. Là, on est sur une extinction totale où on a depuis quelle année, les horaires d'extinction. Là, on est sur une extinction partielle, donc depuis quelle année, les secteurs encore éclairés. Là, on est sur des actions en faveur de l'environnement nocturne, si on peut voir, qui va détailler voilà, les actions mises en place, réduction du nombre de monuments éclairés, par exemple. Et puis là, on est sur un projet d'extinction, voilà, où on peut voir l'étape du projet, voilà, consultation des habitants et aussi les autres actions mises en œuvre en faveur de l'environnement nocturne. Alors, pour la poursuite de... Je repartage mon écran dans l'autre sens. Alors, à venir, on est en train de finaliser une fiche indicateur de l'Observatoire qui vous présentera et détaillera tous ces résultats. La cartographie que vous venez de voir, elle sera en ligne également sur notre site internet. Bien sûr, l'objectif, c'est de réaliser, de mettre en place des mises à jour annuelles pour consolider hein, cet état des lieux que vous venez de voir. Donc, si vous êtes une commune qui, pour le moment, n'est pas identifiée dans la première cartographie que vous avez pu voir,
dans ces premiers résultats, vous n'avez pas reçu notre questionnaire, par exemple, c'est pas un souci. Voilà, dans le chat, vous avez mon mail. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail pour me demander de vous transmettre le questionnaire. Et quand on aura voilà, reçu votre retour, eh bien, on pourra mettre à jour nos résultats et notamment la cartographie en ligne dès l'année prochaine. L'idée, dans un premier temps, c'est pouvoir voilà, consolider cet état des lieux avant, pourquoi pas, de réaliser des analyses un petit peu plus fines sur la base d'autres éléments. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ces premiers résultats. Vous l'avez bien compris, ils sont partiels, mais voilà, c'est un premier panorama qui sera enrichi au fur et à mesure. Je vais passer maintenant la parole à Thomas Malatrasi pour la suite des présentations. Alors, il faut juste que je puisse partager mon écran, si tu peux. Alors, Hop, sinon est-ce que comme ça fonctionne? c'est bon, tu peux te mettre en plein écran, on te voit. Tout est OK? On voit bien ton écran, t'entends, c'est parfait. Très bien. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, Thomas Malatrasi, je suis animateur Natura 2000 sur le site des Vallons Obscurs à la métropole Nice-Côte d'Azur. Ce que je vous propose, c'est de faire un petit rappel des enjeux de la pollution lumineuse et de la stratégie qu'on a sur notre territoire, hein, pour lutter contre cette pollution et le suivi écologique qui a été mis en place. Et je laisserai du coup Raphaël Colombo, chiroptérologue, vous présenter ça dans le détail. Alors, quelques rappels, hein, la pollution lumineuse, qu'est-ce que c'est? Eh bien, il s'agit d'un excès de production de lumière artificielle qui va venir perturber les écosystèmes, mais aussi la santé, avec une grande consommation d'énergie, d'électricité, et qui empêche l'observation du ciel nocturne. Donc, observation du ciel nocturne qui est dégradé, ça c'est le plus connu, hein, 85% de notre ciel est dégradé. Mais en énergie, c'est ce qui a été dit tout à l'heure, mais 42% en moyenne de la facture électrique des communes, c'est la lumière artificielle qu'on consomme dans les villes. Donc ça va avoir un impact aussi sur le climat, puisque qui dit énergie dit production de gaz à effet de serre, impact sur le cycle circadien, donc sur la santé et la biodiversité que je vais un petit peu plus détailler. Donc vous savez qu'on a en France 11 millions de points lumineux, ce qui fait que notre ciel se dégrade très vite. Plus vous vous rapprochez d'une ville, plus le nombre d'objets célestes diminue énormément. Dans des déserts, par exemple, on peut voir à l'œil nu jusqu'à 6000 étoiles, mais dans des villes comme chez nous à Nice, on va voir, ça va tomber à 5 à 10 objets célestes. Donc c'est la carte qui vous a été présentée tout à l'heure, je ne reviens pas trop dessus, mais pour vous dire que voilà, 85% de notre ciel est dégradé en France et on n'est pas le pays qui est le pire dans ce cas-là. Alors l'impact sur la santé, il est de plus en plus documenté. Il faut savoir que tous les êtres vivants sur Terre ont développé une horloge biologique. Donc l'alternance jour-nuit, en fait, va conditionner nos fonctionnements physiologiques. Ainsi, chez l'homme, eh bien, on a la production d'une hormone qu'on appelle la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil, qui va permettre de favoriser votre endormissement et produire d'autres hormones derrière. Lorsqu'il fait nuit, vos yeux détectent moins de lumière et vous allez produire cette mélatonine pour favoriser l'endormissement. Mais si vous mettez une lumière artificielle, ça va jouer le rôle du soleil. Du coup, vous allez dire à votre cerveau qu'il fait jour et vous n'allez pas produire toutes ces hormones-là, comme aussi la leptine, qui est l'hormone de satiété, qui vous dit de ne pas manger, ben, elle ne va pas être produite. Vous allez avoir faim quand il y a de la lumière artificielle. Je vous renvoie vers un document de l'Académie de médecine qui donne les éléments sur l'impact sur la santé. C'est assez important et effrayant, hein, d'ailleurs, ce qui est détaillé. Donc, vous retrouverez sur le site internet de l'Académie de médecine. Ensuite, l'impact sur la biodiversité, eh ben, il est conséquent. Il faut savoir que la biodiversité s'effondre aujourd'hui dans le monde. Voilà, ça fait quand même déjà plusieurs décennies que les espèces disparaissent. Le chiffre que j'ai mis là, 69% des animaux sauvages, donc c'est les populations qui ont disparu ces 50 dernières années, il a été réactualisé, on est plutôt à 73%, chiffre du WWF, et vous avez presque 30% des espèces menacées d'extinction. Je rappelle que sans biodiversité, la vie sur Terre n'est juste pas possible. Alors, la biodiversité, elle est très présente la nuit, elle est très active la nuit. On ne le sait pas, mais la majorité du vivant vit la nuit, notamment les invertébrés comme les insectes, à plus de 60%, 65%. Ce sont des animaux
qui vivent la nuit, donc qui sont nocturnes. Et puis chez les vertébrés, c'est presque 30%. Les plantes, bah, il faut savoir qu'on a 9 plantes sur 10 dans le monde qui sont des plantes à fleurs, et celles-ci sont pollinisées en majorité donc par les insectes, ces insectes étant majoritairement nocturnes. Alors en effet, hein, quand vous avez des papillons dans la journée, eh bien, il faut savoir qu'en France, on n'a que 266 espèces de papillons dits de jour, donc diurnes, mais la majorité, ce sont des papillons nocturnes, plus de 5000 espèces. Donc à 96%, ces papillons nocturnes sont des formidables pollinisateurs qui pollinisent aussi bien que les abeilles, et la pollinisation se fait beaucoup la nuit. Et ce sont des animaux qui sont très impactés par la pollution lumineuse. Alors, il faut savoir aussi que les impacts, ils se passent aussi le soir et le matin. C'est là où on a le plus d'activité animale. C'est à l'aube et le crépuscule, puisque c'est le moment où il faut voir, mais sans être vu. Alors, ça va avoir un impact notamment sur beaucoup d'animaux par rapport à la désorientation. Par exemple, les migrations d'oiseaux vont être perturbées, il va y avoir des collisions avec des bâtiments éclairés, mais aussi et surtout, vous allez avoir ce qu'on appelle la fragmentation nocturne, c'est-à-dire que vous allez couper le paysage en morceaux, comme ici une route qui va être éclairée, mais il va y avoir des éclairages qui vont aspirer des animaux, on parle d'effet aspirateur, donc chez les insectes notamment qui vont être attirés par la lumière, ils vont pas pouvoir s'enfuir, et d'autres, des prédateurs, qui eux vont la fuir, comme beaucoup de chauves-souris, pour qui la lumière est une véritable barrière. Donc elles ne peuvent plus passer, ne peuvent plus prédater. On estime ainsi que on a plus de 2000 milliards d'insectes qui meurent chaque année en France. La moyenne, hein, mais ça va de 150 à plus de 400 selon certaines études, 150 insectes qui meurent chaque nuit sous chaque lampadaire, donc notamment l'été. On peut peut-être considérer que c'est la deuxième cause de disparition des insectes après les pesticides, la lumière. D'ailleurs, vous l'avez tous remarqué, on parle d'effet pare-brise, puisqu'il y a 30 ans, quand on prenait la voiture, on devait essuyer plusieurs fois le pare-brise de la voiture constellé d'insectes. Aujourd'hui, par endroit, bah, vous ne le faites plus, puisque presque 80% d'insectes ont disparu en moins de 30 ans. Alors heureusement, ce qui est bien avec cette pollution, c'est qu'elle est facile à arrêter, puisqu'il suffit de la stopper, et la pollution n'est pas rémanente, comme des pollutions chimiques, par exemple. Déjà, il faut savoir qu'en France, on a probablement la réglementation la plus stricte au monde, et notamment ce dernier arrêté, je vous renvoie à celui-ci du 27 décembre 2018, qui donne toutes les préconisations et la réglementation sur la limitation de l'éclairage. Donc, il faut savoir que l'éclairage, ce n'est pas un droit, c'est le maire qui est décisionnaire, mais on n'est pas obligé d'éclairer. Par contre, une fois que c'est éclairé, le maire est responsable s'il y a des soucis dessus. Voilà, les magasins, les vitrines, les publicités lumineuses sont réglementées par cet arrêté. Il y a aussi des choses qui sont rétroactives, comme par exemple l'éclairage des cours d'eau, qui est très mauvais, qui est interdit. Donc ça, c'est interdit d'éclairer les cours d'eau, c'est rétroactif. Et puis, par exemple, les éclairages de type boule vont être interdits en 2025, là, en janvier 2025. Donc là, il y en a encore beaucoup, et ça va aussi conditionner les températures de couleur. Alors les couleurs, justement, la lumière, vous savez, hein, cette lumière blanche, elle est composée d'un spectre lumineux, donc avec plusieurs types de couleurs. Les intensités, les longueurs d'onde à limiter, ce sont les longueurs d'onde bleues, qui sont très impactantes pour nos yeux, hein, par exemple, mais aussi sur la biodiversité. Donc on va favoriser des lumières plutôt dans les chauds. Donc on parle de Kelvin, donc de 2000 à 1750 Kelvin, qui sont moins impactantes pour les espèces. Ce petit tableau vous résume, quand on a plein de croix, hein, c'est qu'on a beaucoup d'impact sur différents types d'animaux. Et vous voyez que les lumières ultraviolets et bleues, pratiquement ben, tous les animaux sont impactés. Et quand vous allez vers le jaune orangé, beaucoup moins d'espèces le sont. Mais il y a quand même de l'impact. Donc il faut limiter la lumière. Donc sur la métropole Nice-Côte d'Azur, vous avez ici notre territoire. Ce qu'on a fait, c'est qu'en 2015, on a fait un état des lieux avec le groupe des chiroptères de Provence, des gîtes à chauves-souris et de la pollution lumineuse. Et on voulait voir quel corridor majeur il fallait restaurer. Depuis, on a fait pas mal de chemin, et notamment notre force, c'est que nous avons la compétence éclairage public à la métropole. Et notre service éclairage public et le nôtre, moi je suis au service biodiversité, on travaille vraiment en totale transversalité déjà depuis 2018. Ça s'est d'ailleurs euh, notifié par une délibération métropolitaine contre la pollution lumineuse en 2018 à la métropole. Et depuis, on met en place une gestion dite différenciée de l'éclairage public. Alors, pour vous la détailler, ça va être bah, déjà de travailler sur le règlement local de la publicité métropolitain, donc qui est plus strict que le règlement, on va dire, national. Donc, à 23 heures, par exemple, on doit éteindre les publicités lumineuses ou les enseignes lumineuses.
Donc tout ça est conservé dans ce règlement. Et puis ensuite, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise l'éclairé juste et pas juste éclairé. Donc on éclaire au bon endroit, au bon moment, avec qualité et sobriété. Donc on oriente le flux lumineux vers le sol. Bon, ça, c'est ce qui se fait partout. On a des températures de couleur chaude. On met maintenant, toujours depuis plus de 2 ans, du 2200 Kelvin, donc une couleur jaune. On baisse l'intensité lumineuse à 23 heures. Toutes les LED sont équipées de variateurs, on va dire, automatiques, donc ça baisse de 50%. Et puis à certains endroits, c'est ce dont on va parler tout à l'heure, on va éteindre la lumière, parfois toute la nuit ou à certains moments de la nuit. Donc nous, ce qu'on fait globalement, c'est qu'on supprime des points lumineux. Il y a des routes où on a enlevé des points lumineux parce on n'en avait plus besoin. On passe de points doubles, parce qu'on avait des anciens lampadaires, à des points simples. On enlève les vérines parce que ça diffuse la lumière un peu partout, donc on supprime ces vérines et on fait ce qu'on appelle du rétrofit. Donc on ne va pas tout changer le lampadaire, on va mettre un module LED à l'intérieur, donc moins consommateur d'énergie. Puis après, il peut y avoir des solutions plus techniques, comme par exemple ici, ce qu'ont fait nos collègues de mettre des lumières dans une rambarde pour éclairer que la surface utile. Sur les sites naturels, donc nous, on a 13 sites Natura 2000 sur notre territoire. Voilà, moi, je m'occupe du site des Vallons Obscurs qui est tout petit ici. On va avoir une attention particulière. Là, comme nous sommes plusieurs chargés de mission Natura 2000, on travaille déjà depuis longtemps avec nos maires, avec nos élus, avec la population, qui sont très sensibles à cette biodiversité. Et là, on va faire des actions plus précises, donc comme par exemple identifier des corridors écologiques à partir du mode d'occupation des sols. Donc ça, des choses qu'on peut faire, nous, en tant qu'animateurs. Et ensuite, on va faire un travail avec des experts dont va vous parler Raphaël tout à l'heure. Donc sur notre territoire, on a déjà plus de 35 communes sur les 51 qui sont engagées dans cette démarche. Donc là, vous avez par exemple les pourcentages des parcs par commune qui sont éteints en extinction partielle. Et puis on a certaines qui font des extinctions totales estivales. Donc totale estivale, c'est pas comme ce qui a été dit tout à l'heure pour nous, c'est que vraiment n'allume pas l'éclairage toute la nuit, enfin on ne le démarre pas. Donc là, du 1er juin au 15 août, il y a des secteurs à fort enjeu écologique, on n'allume pas du tout la lumière, parce que c'est là où on a le plus d'activités animal à ce moment-là. Donc, par exemple, en photo, voilà ce que ça donne sur cette commune à Gillette avant relanternage où c'était éclairé de partout, notamment la falaise qui est très éclairée. Et ensuite, quand on relanterne, ben voilà, on éclaire plutôt la surface utile et on consomme moins d'énergie. On a supprimé notamment des points lumineux. Ou encore ce cours d'eau, donc le fleuve Var, qui est un peu l'autoroute à chauve-souris hein, sur notre territoire, très éclairé par ce pont, le pont Charles-Albert. On a enlevé des lampadaires, on a mis là de la LED ambrée qui est beaucoup, beaucoup moins impactante pour la biodiversité. Donc vous voyez, hein, vraiment avant, après, voilà, on a beaucoup diminué la pollution sur l'eau. Ou encore un village, avant, après, relanternage. On travaille aussi avec l'Observatoire de la Côte d'Azur. On a une convention qui vient d'être signée, c'est tout récent, qui va nous permettre de collaborer ensemble, d'avoir des échanges avec les astronomes, avec les astrophysiciens, nous aussi de les sensibiliser, eux qui puissent venir avec nous sur des événements pour sensibiliser le grand public. Également, on est engagé dans la démarche Ville et Village étoilés. On est en train de candidater et d'aider les communes pour obtenir des étoiles avec l'association ANPCEN. Et puis, on a travaillé aussi avec le CEREMA, on a une convention qui nous a montré que sur notre territoire, la moitié de la radiance, donc c'est-à-dire la lumière qui est mise vers le ciel, eh bien, cette pollution, elle est issue du privé. Sur notre territoire, c'est ça. Donc, on travaille beaucoup, nous, sur le public, mais il faut qu'on arrive à mieux sensibiliser le secteur privé pour limiter cette pollution. Également, on fait de très nombreuses actions maintenant de communication. La sensibilisation est extrêmement importante. On n'arrive pas à faire des actions pérennes sur la pollution lumineuse si on ne sensibilise pas. Juste d'éteindre parce qu'il y a une forte consommation énergétique, ça ne marche pas très bien. Il peut y avoir des retours en arrière. Il faut vraiment accompagner le public. Donc ça, on a un stand, on fait des conférences, on fait des animations, des balades avec le grand public, on fait des sensibilisations auprès des enfants. Donc voilà, ces dernières années, on a sensibilisé plus de 1600 personnes avec des actions ciblées. Et puis cette année, par exemple, voilà, on a pu faire des journées de la biodiversité, on a pu parler de ça. On sensibilise aussi en interne, nous, nos agents de la métropole à cette démarche, etc. Et donc aussi, on a voulu, et à la demande de Madame le maire de Colomar, qui est une commune qui est engagée sur mon site sur la pollution lumineuse, voir vraiment quel était l'impact sur le vivant. Est-ce que vraiment ce qu'on était en train de mettre en place, ça avait un impact positif?
Donc, juste pour vous présenter, ça c'est le site dont je m'occupe, les Vallons Obscurs, qui est composé de 10 vallons, donc creusés dans les Poudingues du Var. Donc, c'est des canyons où on a une végétation tropicale et montagnarde. Et vous avez beaucoup de chauves-souris qui viennent chasser et qui circulent dans ces vallons. Donc, on a plusieurs habitats naturels et beaucoup d'espèces. Et ces vallons, ils sont très menacés, notamment parce que sur les crêtes autour, eh ben, on va avoir les routes très éclairées qui vont venir bloquer les animaux qui vont passer. Donc là, on a éteint certains endroits. Et depuis 2021, avec Raphaël Colombo, donc, qui est chiroptérologue, on a mesuré avant et après extinction pour voir qu'est-ce qui se passait. Et ça s'est étendu à toutes les communes du site cette année. Les résultats sont encore en cours d'analyse. Mais là, je ne vais pas en dire plus. Je vais laisser la parole à Raphaël. Merci de votre attention. Merci Thomas. Est-ce que tout le monde m'entend? C'est bon, t'entends, Raphaël. Ok, super. Eh bien, merci Thomas pour cette présentation. Je vais tout de suite du coup passer à la suite avec une présentation du coup d'une étude scientifique qui a été initiée par la métropole et dont l'objectif était d'essayer comme nous l'a dit Thomas, de comprendre et d'essayer de démontrer, ou en tout cas au moins d'observer si les extinctions partielles, et donc là je rejoins ce qui a été dit par Thomas, nous ce qu'on entend en tant que scientifique par extinction partielle, c'est quand on va éteindre une partie de la nuit. Et extinction totale, quand c'est l'ensemble de la nuit qui va être éteinte. Et on va plutôt parler d'extinction différenciée quand on va avoir une gestion différente sur différentes parties de la commune. Voilà, donc comme ça en termes de vocabulaire, quand je parlais d'extinction partielle, on sera bien d'accord que là c'est des extinctions qui sont sur une partie de la nuit. Et donc l'idée, c'était d'essayer de regarder un peu qu'est-ce que ça racontait par rapport à la biodiversité. En effet, comme vous le savez sans doute la plupart d'entre vous, la mesure la plus simple, en tout cas aujourd'hui, la mesure de réduction des pollutions lumineuses qui est la plus mise en œuvre sur les communes, et on l'a vu tout à l'heure à l'échelle de notre territoire en PACA, c'est ce qu'on appelle les extinctions partielles. Donc c'est des extinctions qui sont bien souvent entre 23 heures et 5 heures du matin, parfois minuit, 6 heures. Bon, voilà, ça dépend un peu des communes. À l'échelle de la métropole, le test que nous avons fait, nous, c'était une extinction partielle entre 23 heures et 5 heures du matin. C'est-à-dire que à partir de 23 heures, les lampadaires, en tout cas à l'échelle de la commune, certains lampadaires sont éteints et ne sont rallumés que à partir de 5 heures du matin. Et donc, s'il existe beaucoup de littérature scientifique sur l'impact de la pollution lumineuse sur la biodiversité, en fait, il existe très très peu de littérature sur le fait que est-ce que ces extinctions, est-ce qu'elles sont efficaces? Finalement, est-ce qu'elles restaurent les habitats? Est-ce qu'elles restaurent les populations d'animaux, d'insectes, de chauves-souris? Voilà, il y a très très peu de littérature pour prouver l'efficacité de ces mesures. Et donc l'idée a été de mettre en place un protocole qu'on appelle un protocole BACI, Before After Control Impact. Donc ça veut dire en gros, on fait des tests avant. Ensuite, on met en place une mesure. Donc là, on réduit la pollution lumineuse grâce à des mesures d'extinction partielle. Et on refait la même étude a posteriori, donc un an après, et on regarde si des choses ont changé. Si on a des chauves-souris qui sont revenues, si on a. Voilà. Donc le résumé de la démarche, finalement, cette étude, on l'a initiée sur la commune de Colomar, mais comme nous l'a dit Thomas, au fur et à mesure, on a pu la poursuivre et la dupliquer sur d'autres communes qui sont dans la démarche de réduction des pollutions lumineuses au sein de la métropole. Et donc, au départ, il y a eu d'abord une identification des principales zones à enjeu écologique, c'est-à-dire quels sont les corridors, quelles sont les routes de vol qui sont préférentiellement utilisées par la biodiversité. C'est vrai que j'ai oublié de le rappeler, mais nous, on a pris comme modèle un groupe de la biodiversité, un compartiment, les chauves-souris, qui sont au sommet de la chaîne alimentaire, qui sont très sensibles aux pollutions lumineuses, qui vont se déplacer énormément, qui sont donc des très bons modèles pour étudier les pollutions lumineuses. Voilà, donc on a travaillé principalement et uniquement, en tout cas sur cette étude-là, sur les chauves-souris. Euh, Alors, tout ça, c'est un petit peu ce qu'a expliqué Thomas, hein. Donc, les suivis qui ont pu être mis en œuvre et le fait que ça a été en concertation avec les élus. Hop, je vais passer. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que voilà, les trois communes que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est Saint-Blaise, Aspremont et Colomar. Et donc, on a pu réaliser une étude avant traitement d'éclairage, puis après, lorsque des extinctions partielles entre 23 heures et 5 heures du matin ont été mises en œuvre. Et donc, vous avez ici une carte qui vous présente les communes avec ce qui se passe avant 23 heures et ce qui se passe après 23 heures. Donc, vous voyez qu'il y a une large partie du territoire
qui est éteinte, mais pas totalement. Généralement, les cœurs de village restent allumés, alors que les périphéries sont éteintes. Pour chaque commune, on a réalisé des placettes d'enregistrement, c'est-à-dire qu'on a posé des enregistreurs à chauve-souris, qui sont des petits boîtiers avec des micros qui enregistrent dans les ultrasons, et on a pu enregistrer comme ça différentes nuits, avant traitement de l'éclairage et en année N+1, après traitement d'éclairage, et essayer de comparer les résultats, donc comparer les activités de chasse, c'est-à-dire le nombre de contacts de chauve-souris qui sont passés au-dessus de notre micro, et qui est forcément dépendant de l'environnement, et donc de l'éclairage. Alors, je vais passer. Et donc, petit point un peu au niveau de la méthodologie. Pour pouvoir réaliser des comparatifs, on a donc mis en place des enregistreurs dans des secteurs qu'on a appelés des témoins lumineux, c'est-à-dire des zones qui finalement, entre l'année N et l'année N+1, n'ont pas changé, où l'éclairage est resté. Des zones qu'on a appelées des témoins sombres, c'est-à-dire des zones qui n'étaient pas éclairées en année N-1 et qui n'étaient pas non plus éclairées en année N+1. Et puis des extinctions partielles, les zones qu'on a vraiment étudiées, qui sont les zones sur lesquelles il y a eu un vrai changement. Voilà. Ils ne sont du coup pas des témoins. Alors, ça, je vais vous passer. Hop, je vais vous montrer. Ouh là là, ça va un peu trop vite, excusez-moi. Voilà. Voilà un peu un exemple des secteurs qui ont pu être étudiés, hein. Vous voyez, donc il y a des zones qui sont relativement périurbaines, plutôt des bords de route, qui sont pour la plupart largement éclairés de lampadaires. Je vais vous passer ces infos-là. Alors, en termes de résultats, ce qui est très intéressant, c'est que malgré le fait qu'on soit sur un territoire relativement périurbain, on a pu enregistrer et détecter lors de cette étude plus de 18 espèces de chauves-souris, avec des espèces qui sont des espèces largement menacées. Vous avez ici, par exemple, le minioptère ou le petit rhinolophe ou même le murin de Capaccini, hein, qui sont des espèces qui sont largement menacées à différentes échelles biogéographiques. Et puis des espèces relativement communes, comme les pipistrelles, comme les noctules ou comme le vesper. Quand on regarde, on s'aperçoit qu'on a des espèces qui sont très présentes, comme la pipistrelle de Kuhl, qui est ici tout à gauche, avec plus de 187 000 contacts à l'échelle de l'étude, et puis des espèces qui semblent très rares, en tout cas sur le territoire, comme la barbastelle d'Europe, qui est présente à droite, avec une vingtaine de contacts seulement à l'échelle de toute l'étude, donc sur les 2 ans d'étude. On s'aperçoit qu'on a des différences aussi très importantes sur la répartition des contacts. On a des espèces, donc vous avez ici un graphique qui vous présente en bas les lux, donc c'est-à-dire l'intensité de lumière où a été posé le micro, et le nombre de contacts. On s'aperçoit, par exemple, pour les murins, quasiment la grande majorité des contacts, en tout cas des secteurs où on a pu détecter ces chauves-souris, c'est dans des endroits où il n'y avait pas de lumière. À l'inverse, pour la pipistrelle qui est à droite, sur le graphique de droite, vous apercevez que les contacts se répartissent de manière homogène entre les endroits avec 0 lux, donc sans lumière, et puis des endroits parfois avec 50 lux, avec beaucoup de lumière. Finalement, on s'aperçoit qu'en fonction des espèces, la réponse à la lumière n'est pas la même. Les murins vont être très sensibles à la lumière et ne vont être présents que dans les endroits totalement sombres. Les pipistrelles, là comme la pipistrelle de Kuhl, n'en ont pas grand-chose à faire, ou en tout cas semblent pas dépendantes du fait qu'il y ait ou non de la lumière. Et donc quand on fait ça pour toutes les espèces, on s'aperçoit qu'on peut hiérarchiser l'ensemble des espèces de chauves-souris en fonction de leur degré de sensibilité à la lumière. Vous avez à gauche toutes les espèces qui sont sensibles à la lumière, elles ont été contactées principalement dans les endroits sombres, très peu lumineux, et à droite les espèces qui ont été contactées à moitié dans des endroits lumineux, à moitié dans des endroits sombres. On s'aperçoit quoi? On s'aperçoit que les espèces qui sont à gauche sont les espèces, les rhinolophes, les murins, les oreillards, essentiellement les espèces qui sont aujourd'hui menacées, qui aujourd'hui permettent de désigner les sites Natura 2000 par exemple, sont sur les listes rouges de l'IUCN, donc sont vraiment des espèces qui sont menacées à différentes échelles biogéographiques, et à droite, plutôt des espèces dites tolérantes, ou en tout cas qui sont moins menacées, comme les pipistrelles, comme le vesper, comme les sérotines. Alors, je vais vous passer ça, c'est un petit peu compliqué, on va tout de suite aller là-dessus. Alors, maintenant, quels sont les résultats de l'étude qu'on a pu mettre en œuvre? Est-ce que ces extinctions partielles sont efficaces pour les chauves-souris? Alors, la réponse est la suivante. Pour les murins, donc ces espèces qui sont dites sensibles à la lumière, on s'aperçoit qu'entre 2022, pardon, qui est à gauche, et 2023, donc l'année d'après, on a une augmentation de l'activité de chasse de ces espèces-là
par 10. C'est-à-dire qu'on a réussi à multiplier par 10 l'activité de ces chauves-souris en éteignant la lumière entre 23 heures et 5 heures du matin. C'est un résultat qui est démentiel. Pour les rhinolophes, on a un résultat qui est multiplié par 5. C'est-à-dire qu'on a multiplié l'activité de ces chauves-souris par 5. Donc, c'est des espèces qui ont peur de la lumière également. C'est un résultat qui est là aussi très important. Pour les oreillards, là, on multiplie l'activité par 2. Donc, là aussi, pour ces espèces dites lucifuges, donc qui fuient la lumière, les résultats sont énormes. C'est-à-dire qu'on a multiplié l'activité de chasse, on a été capable de restaurer par la simple mesure d'extinction partielle une quantité d'activité très importante. Alors, ce qui n'est pas le cas sur les autres espèces. Ça tombe bien, aujourd'hui, l'effet positif de ces extinctions partielles, il semble donc maximal essentiellement sur les espèces dites lucifuges, donc les espèces qui ont peur de la lumière, ce qui est plutôt logique. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, c'est aussi les espèces qui sont aujourd'hui les plus menacées. Et donc, ou qui permettent de désigner les sites Natura 2000. Et donc, le constat, il est double, c'est-à-dire qu'en réduisant partiellement ces lumières, on arrive à restaurer les populations. En tout cas, on arrive à augmenter l'activité de chasse, qui était l'objectif initial. Donc oui, a priori, ces mesures sont efficaces. Alors, un petit graphique qui a été réalisé par Thomas. Vous voyez, il y a, comme je vous le disais tout à l'heure, deux grands types de chauves-souris. Les espèces qui sont plutôt tolérantes à la lumière, donc les espèces que vous avez ici en jaune, et puis des espèces qui sont plutôt sensibles à la lumière. Donc vous voyez ici sur cette petite image, vous avez les espèces en bleu qui sont plutôt dans les zones loin des lampadaires, loin de l'urbanisation, et puis les espèces tolérantes en jaune qui sont plutôt proches des lampadaires et qui sont capables d'aller chasser même dans des zones lumineuses. Donc ça, c'est ce qui se passe en 2021 avant traitement. Le souci, c'est que nos espèces bleues ne peuvent se déplacer que dans les zones sombres. C'est le phénomène de rupture, de barrière produite par les pollutions lumineuses. Donc, elles ne peuvent se déplacer que dans les territoires. Elles sont même parfois obligées de faire des détours très importants pour aller d'une zone à une autre. Et une grande partie du territoire leur est inaccessible. Quand on éteint les lumières, une partie de la nuit, qu'est-ce qui se passe? On vient restaurer une bonne partie du territoire, une bonne partie des habitats. Donc effectivement, en plus de gagner, on va dire, de l'argent, en plus de restaurer une partie de la santé et de restaurer le ciel nocturne, on a pu favoriser une partie de la biodiversité, et pas n'importe laquelle, une partie qui est au sommet de la chaîne alimentaire. Donc on suppose aussi que l'ensemble de la chaîne alimentaire a pu être favorisé par ces mesures-là. Maintenant, une question qui me vient en tant que scientifique, c'est est-ce que ces extinctions sont suffisantes? Est-ce que éteindre partiellement une partie de la nuit, est-ce que c'est suffisant? On a vu que ça semblait efficace pour restaurer les habitats d'une partie des espèces, les rhinolophes, les oreillards et les murins notamment. Est-ce que c'est suffisant? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les espèces ont besoin de se déplacer et les pollutions lumineuses vont venir fragmenter les déplacements de ces espèces, qui volent bien souvent au ras du sol et qui ont peur de la lumière. Comme vous, les déplacements ont principalement lieu entre le lieu où vous dormez et le lieu où vous allez travailler. Et bien pour les chauves-souris, c'est pareil. Les déplacements ont principalement lieu entre leur gîte, l'endroit où elles dorment, et leur lieu de chasse, l'endroit où elles vont se nourrir. Ces déplacements, pour vous, ils ont principalement lieu en début de journée et en fin de journée, au moment où vous allez au travail, au moment où vous rentrez de votre travail, ce qui provoque des bouchons. Pour le chauve-souris, c'est exactement la même chose. Les déplacements entre leur gîte et leur terrain de chasse ont principalement lieu en début et en fin de nuit. Or, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, les extinctions ont lieu principalement en cœur de nuit, et non pas en début et en fin de nuit. Une autre publication scientifique qui est sortie il n'y a pas très longtemps, en 2003, a montré un peu les différences de pics d'activité au niveau des chauves-souris. On s'aperçoit là que beaucoup d'espèces de chauves-souris ont des pics d'activité, c'est-à-dire qu'elles vont principalement se déplacer ou principalement chasser en début et en fin de nuit. On les appelle des espèces crépusculaires. Comme ce que nous disait Thomas tout à l'heure, hein, beaucoup d'espèces vont être principalement crépusculaires, c'est-à-dire que voir sans être vues, elles vont utiliser principalement l'aube et le crépuscule pour se déplacer, pour accomplir leur cycle de vie. Mais alors, est-ce que les extinctions partielles sont suffisantes au vu de ce que je viens de vous dire? Et donc, c'est comme ça qu'a germé l'idée avec Madame la maire de Colomar d'aller éteindre totalement, c'est-à-dire de se dire peut-être que éteindre partiellement c'est efficace, mais si on éteignait totalement.
Alors éteindre totalement toute l'année, ça semble compliqué. Par contre, il y a certaines périodes de l'année, et notamment au mois d'août, au mois de juillet, au mois de juin, où finalement éteindre à 23 heures pour rallumer à 5 heures du matin, l'intérêt est minime, alors que la perte pour la biodiversité est énorme. Et donc est venue l'idée de se dire, est-ce que sur certains secteurs, on ne pourrait pas éteindre totalement, c'est-à-dire ne pas allumer du tout de lampadaire entre le 15 juin et le 15 août. Toute la question maintenant, c'est est-ce que cette modalité est efficace ou est encore plus efficace que l'extinction partielle? Et c'est tout l'objet de l'étude qu'on est en train de mener en 2024 avec Thomas, pour lequel on a fait le terrain et les résultats ne sont pas encore sortis. C'est est-ce que on augmente encore l'efficacité des mesures en éteignant totalement? On aura envie de dire qu'intuitivement oui. La question, et toute la question est à quel point? Est-ce que c'est réellement intéressant pour les communes? Sans doute que oui, mais c'est bien qu'on puisse le mesurer et qu'on puisse le prouver scientifiquement et statistiquement. Donc voilà un petit peu un exemple. Ici, vous avez les deux cartes avec la commune de Colomar. Vous avez en zone à droite, les zones qui sont en pointillé sont des secteurs qui aujourd'hui, cela maintenant fait 2 ans, sont éteintes totalement l'été. Et les premiers résultats, voilà, je vous les montre ici, semblent plutôt prometteurs, hein, puisque vous avez à droite ce qui se passe quand les lampadaires sont allumés, au milieu ce qui se passe quand les lampadaires sont éteints partiellement, et à droite ce qui se passe quand on éteint totalement, c'est-à-dire sur l'ensemble de la nuit. Et on s'aperçoit que finalement, on augmente encore les activités, on augmente encore la résilience des écosystèmes, des populations et des chauves-souris. Et donc, on va aller finalement améliorer encore notre restauration indispensable, hein, de nos populations dans nos habitats. Alors, je vais vous passer parce que on s'était dit qu'on garderait quelques minutes pour les questions. Simplement quelques perspectives. Aujourd'hui, on est en train de monter des nouveaux protocoles, notamment, c'est ce que je vous expliquais, sur les différences entre les différents traitements de l'extinction. Comme nous l'a dit Thomas, hein, il y a plusieurs manières de travailler sur l'extinction. On peut abaisser l'intensité, on peut faire de l'extinction partielle, on peut faire de l'extinction totale, on peut changer les températures de couleur, on peut réorienter les flux, on peut éteindre un point sur deux, etc. Et toutes ces modalités pour travailler sur les pollutions lumineuses, aujourd'hui, elles sont mises en œuvre, mais on ne connaît pas leur efficacité. Et encore moins, on ne sait pas lesquelles sont les plus efficaces et lesquelles sont vraiment pas efficaces. Et donc, c'est tout l'idée des prochains programmes scientifiques sur lesquels on travaille, en tout cas à Azelia, c'est d'essayer de comprendre quelles sont certes celles qui sont efficaces et quelles sont celles qui ne sont finalement pas très efficaces, en tout cas pour la biodiversité, et donc qui sont plutôt à proscrire. Voilà. Et donc voilà. Donc là, on est en train de travailler sur tous ces éléments-là en ce moment avec la métropole, notamment. Voilà, je vais peut-être vous passer, voilà, juste un petit rappel des quelques modalités qu'on est en train de tester, hein, c'est ce que je vous disais. Donc les extinctions totales estivales, les températures de couleur, la quantité de luxe, la distance à la source aussi, et puis le masquage de la source, c'est-à-dire le fait que le lampadaire soit masqué, c'est-à-dire que n'éclaire pas ni au-dessus de l'horizon, ni à une distance trop importante, en tout cas que l'ampoule, celle qui va diffuser de la lumière, ne soit pas visible. Et ça, c'est sans doute un des critères très importants pour travailler sur les pollutions lumineuses, mais encore une fois, son efficacité sur la biodiversité n'a pas été étudiée ni testée. Voilà. Je vais vous passer tout ça. Je vais remercier l'ensemble des personnes qui ont pu travailler sur ces sujets-là avec moi, notamment la métropole ou mes collègues. Remercier aussi le Muséum de Paris qui travaille avec moi sur les statistiques de ce projet et, avec lesquels on travaille sur la rédaction d'une publication scientifique pour diffuser la connaissance et diffuser ces nouvelles données. Voilà. Écoutez, merci à tous. J'ai fait un peu vite, mais on a au moins 10 minutes de questions. Je crois que c'est Pauline qui va gérer les questions. Merci à tous. Merci Raphaël, merci Thomas. Alors oui, on a quelques questions. Donc Pauline les a classées. Une première question, c'est Al Colmar. En dehors de l'été, a-t-on une inspection partielle? À Colomar. À Colomar, oui, on fait de l'extinction partielle toute l'année, 23h, 5h. C'est jusqu'en mode été, du 1er juin au 15 août. Là, on n'allume pas la lumière. Alors, sur certains secteurs identifiés pour les corridors écologiques qu'on avait pu voir avec Raphaël, justement, au cours des études. C'est-à-dire que ces études, c'est vrai, j'en ai pas forcément parlé, mais elles ont eu aussi comme objectif d'identifier les secteurs prioritaires sur lesquels des actions étaient importantes à mener. En tout cas ciblées sur les chauves-souris. Et on a pu mettre en évidence des corridors principalement utilisés par les chauves-souris. Et sur ces corridors-là, sur ces secteurs,
on s'est dit que l'idée, c'était d'aller plus loin que les extinctions partielles. Et donc, on a mis en œuvre des extinctions totales sur la période estivale. Voilà. Mais sinon, tout le reste de l'année, des extinctions partielles sont mises en œuvre à l'échelle de la commune, en tout cas sur les territoires ciblés. Et ponctuellement, sur certains secteurs à restaurer ou sur certains secteurs préférentiels comme corridor de vol, on a pu mettre en œuvre des extinctions totales estivales. Et on fait ça sur 2 communes. Il y a aussi Saint-Martin-du-Var depuis 2022 et on n'a pas de retour négatif. Et on espère que les résultats scientifiques seront à la hauteur et permettront peut-être de justifier un déploiement plus large Mm. de cette modalité. Si vous avez des questions. Pauline, ton micro est éteint. Pardon. Oui, excusez-moi. Donc, du coup, en dehors de l'effet sur les chauves-souris, est-ce qu'on a vu un effet sur d'autres cohortes, comme par exemple sur la quantité des moustiques? Alors, aujourd'hui, on a fait le choix, alors d'abord pour des questions budgétaires et pour des questions méthodologiques, de s'intéresser au sommet de la chaîne alimentaire en prenant parti du fait que, en étudiant les chauves-souris, on étudiait de fait l'ensemble de la chaîne alimentaire et l'ensemble des cortèges. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas, on n'a pas étudié les autres cortèges sur cette étude-là. Il y a des projets d'études pour travailler notamment sur les insectes pollinisateurs ou les insectes qui sont attirés par les lumières, donc principalement les papillons de nuit. On a, nous, aussi pour objectif d'analyser dans nos sondes chauves-souris les sons où elles font des buzz, c'est-à-dire au moment où elles attrapent des insectes. Et donc, on pourrait aussi corréler, grâce à ça, la présence d'insectes ou pas. Euh, pour répondre plus précisément à la question, notamment sur les moustiques, ce qui est sûr, c'est qu'on a énormément d'études qui montrent le lien entre présence de chauves-souris et leur rôle dans les écosystèmes. Alors, il y a bien évidemment leur rôle en termes de régulateur vis-à-vis des moustiques, mais une grande partie de leur rôle est aussi leur régulateur au niveau des ravageurs, c'est-à-dire leur rôle très très important et voire primordial dans l'agriculture. Et donc, restaurer aujourd'hui les populations de chauves-souris, c'est aussi restaurer des, en tout cas, diminuer les populations de ravageurs, en tout cas, restaurer une pratique de l'agriculture systémique, c'est-à-dire prenant en compte l'ensemble de la biodiversité et donc diminuant de fait les intrants pour aller remplacer les chauves-souris. Aujourd'hui, il y a énormément d'études scientifiques qui montrent que pour remplacer le rôle des chauves-souris, aujourd'hui, certains agriculteurs sont obligés de plus traiter et ça a un coût énorme en termes économiques, mais aussi, vous le savez, en termes de santé et environnemental. Merci. Alors, pardon. Pardon. Alors, comment faites-vous pour les communes les plus urbaines, plus denses? Est-ce qu'un test est prévu là-bas ou est-ce qu'il y a une réaction des citoyens sur l'extinction partielle? Donc, un peu de questions. Oui, alors sur les communes urbaines, c'est le plus difficile, mais on a quand même des communes sur lesquelles on éteint. Donc on le fait aussi sur Nice, sur Cagnes-sur-Mer notamment, qui sont des communes assez donc de littoral très denses. Là, on a eu, ça dépend les réactions. Il y a une commune, donc Cagnes-sur-Mer avait rallumé une partie parce que des riverains se plaignaient de cambriolage qui en fait avait lieu la journée, mais pas la nuit. Il y a un sentiment d'insécurité qui peut exister. Il faut faire très attention à ça, en effet. Mais on sait que voilà, le vandalisme ou les cambriolages ont lieu plutôt dans la journée. On a même des communes qui nous ont demandé d'éteindre, alors ça c'est plus dans le moyen pays, des places de village parce qu'on avait du squat et en éteignant, ça a permis d'éliminer ça. Donc c'est pour ça que c'est un travail qui est vraiment sur mesure. Alors nous, je sais que souvent on nous pose la question, mais comme on a la compétence éclairage public, on connaît notre parc d'éclairage et on va pouvoir travailler de manière fine sur le réseau aussi, parce que c'est pas si simple hein, d'éteindre des lumières comme ça, on peut pas, on dépend du réseau. Donc on va faire ça de manière très ciblée, euh, sur mesure, et après on voit bien sûr en concertation avec Madame ou Monsieur le maire pour éteindre certains secteurs, et on concerte avec la population. Il y avait une autre question en lien avec ce sujet hein, sur voilà, des conseils afin de gérer la peur de l'extinction des habitants. Est-ce qu'il y aurait des documents, éventuellement des présentations qui existent, qui pourraient être partagées?
Ben, ouais, enfin, il faut faire beaucoup d'informations, de communication. Après, on ne pourra pas enlever toutes les peurs, elles sont normales, hein. Le but, c'est pas non plus d'aller effrayer tout le monde. C'est pour ça que nous, souvent, ce qu'on fait, on traite quand même en priorité les routes, puisque les voitures ont des phares, donc des routes éclairées, c'est plus très utile. Par contre, d'éclairer des zones piétonnes, pour ça qu'en centre-ville, on va pas faire ça. Par contre, on va pouvoir trier autrement la lumière. Donc, éclairer moins fort, souvent, on éclaire très fort. On n'a pas besoin. Il vaut mieux éclairer de manière uniforme, baisser l'intensité. Il y a des solutions de détection à certains endroits qui peuvent fonctionner, pas toujours. Voilà. Par contre, dans les périphéries des villes, à partir de 22 heures, parfois, vous n'avez plus personne. Donc là, on éteint la lumière, on n'a pas eu de problème. Donc voilà, il faut voir avec vos collectivités. Il y a des documents de la NPCEN. Il y a des associations aussi qui font des documents pratiques. Voilà, nous, on en a quelques-uns. On pourra vous les faire passer si vous voulez. Euh, voilà. Il y a aussi de plus en plus de documentaires, de films Oui. sur ce sujet de la pollution lumineuse, que ce soit sur leur impact vis-à-vis des chauves-souris, mais de manière générale sur les impacts, ou en tout cas le traitement de la pollution lumineuse. Et j'ai envie de dire que c'est un sujet, il y a encore une dizaine d'années, même encore 5 ans, hein, quand on parlait de pollution lumineuse, on était un peu des extraterrestres. Aujourd'hui, c'est un sujet presque à la mode, ou en tout cas sur lequel encore pas mal de gens peuvent avoir un avis ou en tout cas peuvent se positionner. Il faut transmettre, il faut vulgariser, il faut aller dans les écoles parler de ce sujet-là. Il faut brosser l'intégralité des sujets. Ce n'est pas qu'un problème de biodiversité, c'est aussi un problème de ciel, c'est aussi un problème de santé, c'est aussi un problème social, donc c'est aussi un problème de sécurité. Donc il y a tous ces aspects-là qui sont économiques, parce que j'ai oublié aussi celui-là, mais en tout cas, c'est un sujet qui est majeur et qui est très transversal. Et donc, le fait d'en discuter, le fait d'aller faire des animations, des conférences, d'aller dans les écoles, d'en parler, bien évidemment que ça peut. Et je reviendrai même sur un autre point, c'est un sujet qui est très peu conflictuel au final. Où au final, euh, avec un peu de formation, un peu de bon sens, on est capable d'aller d'être tous d'accord en fait, assez facilement. Donc c'est un sujet assez facile et assez intéressant. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est un des rares sujets aussi sur lequel on est capable de restaurer de la biodiversité et non pas simplement de dire aux gens euh, on va essayer de limiter la casse. Voilà. Globalement, avec ce que je vous ai montré tout à l'heure, on est capable de prouver à des populations, en tout cas, qu'ils peuvent avoir un effet positif et non pas juste l'effet le moins nocif possible. Voilà. Euh, c'est plutôt encourageant. Et d'ailleurs, les études et les actions qu'on a faites, ça a fait effet boule de neige sur plein de communes autour qui voulaient du coup à leur tour éteindre pour restaurer la biodiversité, mieux voir aussi le ciel. Et en effet, il faut parler de tous les thèmes. Là, on a fait un événement comme ça. On a invité un docteur du sommeil, un policier, un astrophysicien. Et moi, j'étais venu parler de biodiversité. Et c'est bien de traiter de tous les sujets. Je voyais dans le chat qu'il y avait une question sur la température de couleur. Comme Thomas nous l'a présenté dans la littérature scientifique, a priori, plus on éclaire dans les jaunes-oranges, moins on a d'impact. Hmm. Euh, Bien évidemment, c'est quelque chose qu'on essaye de tester et qu'on est en train de tester scientifiquement avec un peu les mêmes protocoles que ceux que je vous ai présentés pour voir si est-ce que c'est efficace. Et est-ce que c'est efficace sur les chauves-souris, mais aussi sur les papillons et sur les insectes. Bien évidemment, c'est des études qui prennent du temps, qui nécessitent aussi des communes qui sont intéressées pour mettre en place des dispositifs spécifiques, hein, pour être prêt à travailler sur un an en prévoyant un an à l'avance qu'on va changer les températures de couleur, etc. Il faut être très rigoureux dans un cadre scientifique. C'est compliqué. C'est en cours. Voilà, c'est en cours. Et si jamais certains ont des envies ou des idées, je pense que c'est vraiment l'occasion, parce que c'est vraiment des sujets qui, en tout cas, nous paraissent à tous là, ici, euh, hyper importants. Euh, voilà. Alors, encore une ou deux dernières questions. Après, il y en a beaucoup. On en a quelques. Euh, concernant l'enquête sur la gestion de l'éclairage au sein, est-ce qu'il y a pour projet d'ouvrir l'enquête sur la gestion de l'éclairage au sein d'acteurs privés, notamment pour exemple les campings? Alors, concernant l'enquête que j'ai pu présenter, pour le moment, non, on n'a pas choisi de l'ouvrir aux acteurs privés. L'idée, c'est de pouvoir vraiment étayer cet état des lieux partiel dans un premier temps. Après, dans les autres questions, alors
Euh, Bah, pour répondre rapidement par rapport à cette question du privé, bien évidemment, aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'aller travailler à l'échelle du public parce que c'est souvent des grandes surfaces euh, qui peuvent être traitées d'un seul coup, hein, en appuyant sur un bouton ou en négociant des extinctions ou en rénovant des surfaces. On peut travailler à l'échelle d'un territoire très vaste. Mais bien évidemment, et comme nous le montrait Thomas tout à l'heure, la pollution lumineuse, la plupart du temps, 40%, 50%, c'est le privé. Et donc, et notamment, l'exemple des campings est un très bon exemple parce que bien souvent, finalement, ce qui va être le plus impactant, ça va être les lumières dans des contextes naturels, qui vont être des aspirateurs énormes. Et c'est en ça aussi que le territoire de la métropole est très intéressant parce qu'on a des villages qui sont vraiment au cœur de zones naturelles avec une biodiversité très importante. Et donc, aller travailler dans ces secteurs-là a vraiment du sens. Et effectivement, hein, après, le traitement au coup par coup avec des privés rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure sur la sensibilisation, sur alors, il y a les aspects réglementation, et comme l'a dit Thomas, on a une réglementation en France qui est parmi la plus stricte et qui va être révisée. Euh, mais qui dit réglementation dit aussi quelles compétences pour aller contrôler ça, parce qu'aujourd'hui la réglementation existe et malgré cette réglementation, la plupart du temps elle n'est même pas respectée, que ce soit par les communes ou par les privés, hein. Tout à l'heure Thomas parlait de l'éclairage des surfaces en eau. Il suffit de vous balader, prenez votre voiture, faites une heure de voiture et vous allez voir qu'il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de surfaces en eau qui sont éclairées et ou depuis lesquelles les lampadaires sont visibles. Donc voilà, il y a pas que la réglementation, il y a aussi son application. Et puis voilà, donc la sensibilisation, ça reste un sujet majeur, et ce qu'on fait aujourd'hui au travers de l'arbre me semble aller dans ce sens-là en tout cas. je vois que l'heure tourne, je propose une dernière question. Est-ce que vous avez remarqué une hausse de l'éclairage privé lors d'extinction? C'est-à-dire voilà, des détecteurs de présence chez des particuliers, des halogènes sur des immeubles. Voilà, est-ce qu'il y a un effet un peu retour comme ça que vous avez pu Alors, observer sur les terrains? peut-être que Thomas, tu pourras donner ton avis. Ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai pas pu corréler directement extinction versus hausse de l'éclairage chez les privés. Par contre, ce qui est certain, c'est que oui, il y a une hausse de l'extinction chez les privés, notamment avec l'ensemble des, ce qui est vendu en grande surface avec ou dans les magasins de bricolage, il y a un déploiement depuis 5 ans absolument astronomique, des petites ampoules avec panneaux solaires qui éclairent toute la nuit, qui sont incontrôlées et pour le coup qui ne respectent elles-mêmes pas la réglementation, puisqu'elles éclairent au-dessus de l'horizon, elles éclairent dans tous les sens, etc. Et donc oui, ça c'est dramatique. En tout cas, il faut y prêter une attention particulière. Sans doute qu'il y a à la fois à l'État à légiférer, mais aussi la sensibilisation, comme je vous disais tout à l'heure. En tout cas, oui, je pense qu'il y a une augmentation assez importante de l'éclairage privé, notamment dans les jardins, voilà. Mais je ne suis pas sûr qu'il soit corrélé avec l'extinction. Voilà. En tout cas, c'est mon avis et c'est le retour que je pourrais avoir de mon expérience. Je ne sais pas si Thomas, t'as... Non, on n'a pas remarqué de corrélation. Mais en effet, l'éclairage privé, c'est aussi très compliqué parce que dans le privé, bah, nous, enfin, dans le public, on est équipé, on sait quel type de luminaire faire. On travaille avec des éclairagistes. Quand on est dans le privé, c'est très difficile de trouver des éclairages conformes. Il faut comprendre aussi les luxes. Enfin, il y a vraiment un travail aussi sur la lumière qui est complexe. Donc, c'est pour ça qu'on doit accompagner le privé pour qu'ils puissent mieux éclairer leur lotissement, leur extérieur. Et c'est pas simple. Et on trouve pas forcément le matériel en grande surface qui respecte. Par exemple, la norme maintenant, c'est 3000 Kelvin maximum. Ben, en grande surface, vous trouvez facilement des ampoules en 4000. C'est normal, parce qu'en intérieur, pour éclairer une cuisine, ça peut être intéressant, mais c'est très toxique. Et ça, on a beaucoup de lumière extérieure en 4000 Kelvin, très blanc-bleu, qui est très nocive. Et ça ne devrait pas être permis. Ou en tout cas, que les vendeurs puissent accompagner et c'est d'ailleurs sur ça qu'on travaille, les acheteurs pour dire, bah, voilà ce qu'on vous recommande pour préserver votre santé, la biodiversité. C'est plutôt ce type de luminaire, par exemple. Mais c'est un défi technologique aussi, hein, et les éclairagistes sont très intéressés aussi pour avancer sur ce sujet. Très bien, je vois que l'heure a tourné, il est déjà 14h05, donc je vous propose voilà, de terminer ce webinaire. Simplement une dernière réaction des participants pour avoir les références bibliographiques en fait sur la thématique. Il me semble, Thomas, à la fin de ta présentation, tu avais proposé certaines références. Oui, oui, j'ai la biblio, comme ça vous trouverez des documents. Et je vous Voilà, enverrai une vidéo toute récente qui récapitule un peu ce qu'on a fait là en très court sur les ballons obscurs avec Raphaël également. d'accord.
Très bien. Donc, on pourra la mettre aussi en ligne à Oui, l'issue du replay, voilà, dès la semaine prochaine sur notre site. Vraiment, merci à vous deux, Thomas, Raphaël, pour vos exposés vraiment très clairs. Ça, voilà, ça a été très, très apprécié quand on regarde merci. les commentaires. Merci voilà, aux participants et aux participantes voilà, d'être venus pour ce webinaire. Et puis, je vous dis à très bientôt et bon après-midi. Merci à vous. Merci. Merci à tous, bonne journée.